Et si les plus grandes légendes d'Hollywood ne comptaient pas seulement sur le talent, mais sur des rituels secrets, des routines chuchotées et d'étranges superstitions à huis clos. Ce n'était pas juste des manies, c'était des cordes de sauvetage, des pactes silencieux avec le destin fait dans l'ombre des studios. Sous le glamour, ces rituels révèlent un mélange troublant d'espoir, de peur et de l'humanité fragile derrière les projecteurs. Clark Gable. Légende à part entière, Clark Gable était connu pour sa foi inébranlable dans le pouvoir des pièces porte-bonheur. Au début des années 1940, pendant la production de films classiques dans le Los Angeles Animation, on a rapporté que Gable portait une pièce de monnaie dans sa poche à chaque séance de tournage. La pièce, transmise comme un héritage familial, portait des gravures rappelant des origines lointaines, presque mythiques. Sur les plateaux de tournage en 1943, lorsque la pression des performances dramatiques était à son comble, la présence de cet simple objet offrait du réconfort. Les initiés du studio se rappelaient comment les yeux de l'acteur brillaient d'une vulnérabilité rare avant une grosse prise, comme si la pièce détenait non seulement de la chance, mais aussi un lien avec son passé. On disait que pendant les moments de tension, il serrait discrètement la pièce, son toucher étant révérencieux et presque rituel. Les journaux spécialisés de l'époque notaient que de telles pratiques n'étaient pas rares à Hollywood, mais aucune n'avait le poids de la tradition comme le rituel de Gable. La pièce est devenue un témoin silencieux des moments de triomphe et de désespoir, encapsulant la dualité d'une star vénérée pour sa force et admirée pour sa fragilité humaine. Alors que la production se poursuivait sur des films emblématiques, le rituel silencieux de Clark Gable rappelait que même les plus grandes icônes cherchent souvent du réconfort dans les petits symboles durables du destin. Kathleen Burke. Une présence vibrante à l'écran, Kathleen Burke a transformé la superstition en art. Au milieu des années 1930, sa carrière s'épanouit parallèlement à une affinité inhabituelle pour le numéro 13. En choisissant la loge numéro 13 dans les studios à New York, elle adopta ce que beaucoup considéraient comme un présage de malchance, le transformant en un talisman personnel. En 1937, lors du tournage d'une grande production, l'attention méticuleuse de Burke aux détails s'étendait même aux lettres de son nom, qu'elle croyait avoir un alignement secret avec le destin. Les initiés de l'industrie ont relaté que son choix n'était pas une simple coïncidence, mais un rituel soigneusement réfléchi, donnant à ses performances une qualité ineffable qui la distinguait. Les magazines de cinéma de l'époque ont noté que l'aura de mystère de Burke était renforcée par son engagement indéfectible envers ce rituel, suggérant que le destin lui-même était à l'œuvre sur chaque plateau. Dans la chaleur de la production, alors que les caméras tournaient et que la pression montait, une intensité silencieuse entourait sa présence. Les collègues se souvenirent de la détermination sereine dans ses yeux alors qu'elle se préparait pour chaque scène, un témoignage de la magie personnelle silencieuse qui propulsait sa carrière. L'atmosphère était chargée de la possibilité à la fois de succès et de sacrifice, une attention qui résonnait à travers chaque image de son travail. Dans un monde où superstition et réalité se croisaient, l'adoption du chiffre 13 par Kathleen Burke est devenue un symbole puissant de défi contre les caprices du destin. Marilyn Monroe. Dans les studios animés d'Hollywood au début des années 1950, Marilyn Monroe est devenue synonyme de charme énigmatique et de préparation rituelle. Connue pour sa présence lumineuse à l'écran, Monroe était tout aussi célèbre pour son rituel secret avant le tournage. En 1952, sur le plateau de l'un de ses films emblématiques, des murmures sur son mantra personnel récité se sont répandus dans les couloirs du studio. Le rituel effectué dans la solitude tranquille de sa loge était aussi privé que puissant. Les archives et de nombreuses biographies décrivent comment l'actrice se tenait devant un miroir, son reflet capturant à la fois sa vulnérabilité et sa force. Ces mots, choisis avec soin et prononcés sur un ton feutré, étaient censés aligner son énergie intérieure avec les forces de la chance. Les rapports commerciaux de l'époque soulignent que la pratique de Monroe était plus qu'une superstition. C'était une habitude soigneusement cultivée qui préparait le terrain pour ses performances inoubliables. Le rituel témoignait des batailles silencieuses menées derrière le glamour, où chaque incantation murmurée était une supplication pour la stabilité du succès. Son allure magnétique combinée à cette préparation intime l'a transformée en une icône de beauté et de résilience. Alors que la caméra commençait à tourner, les échos de ce rituel privé persistaient, preuve que même les étoiles les plus éblouissantes sont touchées par des moments de profonde introspection et d'espoir. Andy Devane. À une époque définie par le spectacle cinématographique, le charme non conventionnel d'Andy Devane était accentué par sa croyance idiosyncratique en un morceau de bois encadré d'argent. Vers la fin des années 1940, pendant le tournage de comédie,
qui a apporté des rires dans d'innombrables théâtres, Divine était connue pour porter ce pendentif unique en guise de rappel constant de la bonne fortune. En 1946, dans les coulisses animées des grands studios, l'habitude de l'acteur devint un sujet de fascination silencieuse parmi ses pairs. Des sources de l'époque ont rappelé que le bois encadré d'argent n'était pas seulement un accessoire, mais un talisman imprégné d'une signification personnelle. On disait que l'objet avait été découvert lors d'un moment fortuit pendant des vacances en famille, ses origines aussi mystérieuses que l'homme lui-même. Derrière le rire et la présence robuste à l'écran se cachait une vulnérabilité subtile, une reconnaissance de la nature imprévisible du succès à Hollywood. Les reporters de l'époque décrivirent des moments où les yeux de Devane trahissaient brièvement le poids de l'incertitude lorsqu'il touchait le pendentif avant une scène. Ce rituel simple mais puissant soulignait le lien intemporel entre superstition et le besoin humain de réassurance. Alors que l'acteur livrait ses répliques avec un mélange d'humour et de sincérité, le cadre en bois argenté restait un compagnon silencieux, un rappel tangible qu'au milieu des lumières éblouissantes et des exigences incessantes de la célébrité, chaque star cherchait une touche de chance dans un monde imprévisible. Carole Lombard. Dans la tapisserie vibrante de Hollywood des années 1930, Carole Lombard émergea non seulement comme une vedette à l'écran, mais aussi comme une adepte de la magie des rituels. Au début des années 1930, pendant le tournage de comédies loufoques à un rythme effréné dans des studios animés, Lombard était connue pour porter le même parfum signature sur chaque plateau. En 1934, cette fragrance est devenue un symbole de constance et de chance, un mélange sur mesure réputé avoir été spécialement commandé pour capturer le succès en bouteille. Des interviews d'archives avec des contemporains révélaient que le parfum portait une charge émotionnelle, évoquant des souvenirs de moments chéris et des espoirs de futurs triomphes. On disait que chaque vaporisation était imprégnée de l'esprit d'une époque révolue, rappelant que le destin favorisait souvent les audacieux. Les archives du studio de cette époque décrivent comment le rituel de Lombard était plus qu'une habitude. C'était un jeu artistique d'arômes et de destinée qui ajoutait une couche de mystique à ses prestations. Ses collègues remarquaient que, lors des moments de forte pression, ses yeux brillaient d'une assurance tranquille, comme si le parfum lui-même murmurait des promesses de bonne chance. Au milieu du chaos de la production et du rythme effréné des tournages, la présence constante de ce parfum lui conférait une aura d'invincibilité. La pratique, profondément personnelle et jalousement gardée, illustrait le délicat équilibre entre superstition et quête de l'excellence, une danse du destin qui captivait les spectateurs et reste gravée dans les annales du cinéma. Chester Morris. Dans l'environnement dynamique des premiers studios de cinéma, Chester Morris s'est fait une place en s'accrochant à une cravate apparemment ordinaire. Au milieu des années 1940, alors que les calendriers de production s'intensifiaient à New York et Los Angeles, Morris était connu pour porter la même cravate de sa performance révélatrice dans le film Alibi. En 1944, cette cravate est devenue un symbole puissant de continuité et de succès. Le tissu usé et familier représentait plus qu'un simple vêtement. Il est devenu un conduit pour la force intérieure de l'acteur. Les récits contemporains des magazines de cinéma notent que chaque fois que Morris attachait la cravate, il y avait une montée de détermination presque palpable. La cravate, avec ses motifs subtils et sa texture usée, était un témoin silencieux d'innombrables prises et de moments de vulnérabilité sur le plateau. Ses collègues ont observé que lorsque des défis survenaient, le simple fait de mettre la cravate semblait insuffler un sentiment de calme et de concentration. Dans les loges animées remplies d'une énergie nerveuse, le rituel de Chester Morris se démarquait comme un emblème de constance, une relique personnelle qui comblait le fossé entre la superstition et les dures réalités d'une industrie exigeante. Lorsque les lumières s'assombrissaient et que les caméras commençaient à la tourner, la cravate servait de témoignage silencieux de la croyance persistante selon laquelle le succès était, en partie, une question de destin mêlée à une touche de chance. Bette Davis. Bette Davis, icône d'intensité et de précision, a tracé sa voie à Hollywood avec des rituels aussi captivants que ses performances. À la fin des années 1940, au milieu des exigences incessantes du travail en studio, Davis a développé une habitude unique. Elle insistait pour entrer sur le plateau de tournage du pied gauche en premier. En 1948, sur les vastes plateaux des grandes productions, cette pratique était à la fois une superstition personnelle et une défiance silencieuse contre la nature imprévisible du show business. Les publications professionnelles et les biographies de l'époque ont saisi l'essence de sa routine quotidienne, notant que ce rituel du pied gauche était observé avec un soin méticuleux.
Les collègues de Davis se souvenaient que le moment indubitable avant une prise de vue, lorsque ses pas mesurés résonnaient avec une cadence presque cérémonielle. Le rituel, dénué de fanfares élaborées, portait une puissance discrète qui imprégnait l'atmosphère chargée de chaque plateau. Derrière le regard d'acier et la personnalité redoutable se cachait une vulnérabilité humaine, une croyance dans la protection des petites actions délibérées dans un monde chaotique. Dans une industrie définie par les changements rapides et la concurrence implacable, le pas délibéré du pied gauche devenait pour Davis une affirmation tranquille de contrôle et de continuité. L'héritage de cette pratique résonnait à travers les couloirs du studio, un rappel subtil des moyens extraordinaires par lesquels même les stars les plus formidables cherchaient à exploiter la chance au milieu des marées changeantes du destin. Josephine Hutchinson. Josephine Hutchinson, une présence raffinée à l'écran, a bâti sa réputation sur le talent et un engagement inébranlable envers le rituel. À la fin des années 1930, lorsque les plateaux de tournage en Californie débordèrent d'énergie créative, Hutchinson cultivait une habitude inhabituelle. Elle refusait de changer son houppette pendant une production. En 1939, au milieu de décors élaborés et de planning de tournage sous haute pression, ce rituel petit mais significatif est devenu une pierre angulaire de sa routine sur le plateau. Les chroniques des studios de l'époque révèlent que la houppette de Hutchinson, délicatement ornée de motifs subtils, n'était pas simplement un accessoire cosmétique, mais un gardien symbolique contre les caprices du destin. Des collègues ont observé que, tandis qu'elle se préparait pour chaque scène, sa manipulation soigneuse de la houppette dégageait une détermination silencieuse. Le rituel méticuleux, effectué dans la solitude intime de sa loge, servait de rappel quotidien que la fortune pouvait être influencée même par les plus petits objets. La dévotion de Hutchinson à cette pratique, consignée dans des interviews et mémoires contemporains, résonnait profondément avec ceux qui ont été témoins de son travail. La nature discrète du rituel cachait son impact émotionnel, car il mêlait superstition personnelle et exigence d'une industrie sous haute pression. À une époque où la quête de l'excellence cinématographique était ponctuée d'incertitudes, la dépendance inébranlable à un seul objet précieux soulignait le profond besoin humain de stabilité et de réassurance sur la scène imprévisible de Hollywood. Rosalind Russell. Rosalind Russell, célébrée pour son esprit brillant et son talent formidable, avait un rituel secret qui la distinguait de ses contemporains. Au début des années 1950, lors de la production de films acclamés par la critique à Los Angeles, Russell gardait un miroir brisé dans sa trousse de maquillage, une relique transformée en porte-bonheur. En 1951, lorsque l'intensité du tournage était à son apogée, le miroir, cassé lors d'un incident de sa jeunesse, fut adopté comme talisman. Les périodiques de cinéma de l'époque racontaient comment les collègues de Russell s'émerveillaient de sa confiance inébranlable, une qualité qu'ils pensaient être subtilement renforcée par cet objet inhabituel. La surface fracturée du miroir reflétait non seulement la lumière, mais aussi une résilience symbolique. Chaque éclat représentait une facette de sa personnalité multiforme. Au fur et à mesure que les scènes étaient tournées et que les tensions montaient, le rituel silencieux de jeter un coup d'œil dans le miroir offrait une pause momentanée, une douce réassurance au milieu du rythme effréné de la production. Le verre brisé, loin d'être un signe de malheur, était vénéré comme un symbole de renouveau, un rappel que l'imperfection pouvait receler une force cachée. Au sein des confins animés d'un studio trépidant, ce rituel personnel illuminait le délicat jeu entre la superstition et la poursuite de l'excellence artistique. L'histoire de Rosalind Russell et de son miroir chéri persiste comme un récit subtil mais puissant de la détermination humaine face à un paysage cinématographique en constante évolution. Anita Louise. Anita Louise, connue pour sa présence éthérée et ses traits délicats, entretenait un lien unique avec la superstition qui définissait son temps sur le plateau. Au début des années 1940, pendant la production de mélodrames qui illuminaient les écrans d'argent à travers le pays, Louise était réputée pour se parer de porte-bonheur en pâte de lapin. En 1942, ces petits objets n'étaient pas simplement décoratifs. On croyait qu'ils apportaient une puissante dose de chance à chaque représentation. Des articles contemporains de magazines de cinéma notaient que la collection de talismans de Louise, parfois portés en collier et d'autres fois discrètement cousus dans les costumes, possédait un pouvoir presque mystique. Les initiés du studio se souvenaient de moments où l'actrice s'arrêtait avant une scène cruciale, ses yeux s'adoucissant alors qu'elle ajustait un talisman, un rituel subtil qui en disait long sur sa quête intérieure de réassurance. La présence de ces porte-bonheur offrait un ancrage émotionnel au milieu des pressions de la production,
avec chaque talisman soigneusement choisi pour sa signification personnelle. Anita Louise a transformé des objets ordinaires en porteurs d'espoir. Le rituel, simple dans son exécution mais profond dans son symbolisme, était imbriqué dans sa routine quotidienne, créant un lien indélébile entre superstition et art cinématographique. Alors que les scènes se déroulaient sous les lumières vives, l'énergie discrète de ces petits charmes ajoutait une couche cachée à ces performances lumineuses, un témoignage silencieux de la croyance que la chance, bien qu'intangible, pouvait être captée par le cœur. Joan Crawford. Dans le chaos vibrant de l'Hollywood classique, l'approche méthodique de Joan Crawford envers la superstition est devenue légendaire. À la fin des années 1940, au milieu du vacarme des plateaux de tournage dans le Los Angeles animé, Crawford était connu pour accomplir un rituel clandestin impliquant un ruban bleu. En 1947, lorsque les calendriers de production étaient épuisants et les enjeux immensément élevés, Crawford attachait discrètement le ruban à l'intérieur de son costume. Les archives de l'industrie de cette époque indiquent que le ruban, avec sa teinte profonde, symbolisait une protection contre l'envie et la malveillance qui rôdaient parfois dans le monde compétitif du cinéma. Les collègues se rappelaient que les jours où les tensions étaient fortes, le calme de Crawford était accompagné d'un moment de rituel discret, un ajustement bref et presque imperceptible du ruban. Cette pratique, transmise par des conversations chuchotées parmi les initiés du studio, était considérée comme une précaution indispensable contre la malchance. Les interviews d'archives révèlent que Crawford considérait le ruban comme un talisman intime, qui était tissé dans le tissu de son ambition sans relâche. Au milieu du glamour des premières et de la pression des tournages interminables, ce geste secret était une ancre solitaire dans une tempête d'incertitude. Le ruban bleu, dans son élégance discrète, se tenait comme un témoignage subtil de la complexité d'une étoile qui équilibrait le glamour public avec des rituels profondément personnels. Dans un environnement qui exigeait la perfection, la présence silencieuse du ruban offrait un murmure d'espoir que la chance, aussi insaisissable soit-elle, pouvait toujours être invoquée. Glenda Farrell. La superstition unique de Glenda Farrell a émergé comme un contrepoint saisissant aux lumières éclatantes de Hollywood. Au milieu des années 1940, alors que les studios fourmillaient d'une ferveur créative et de promesses de nouveaux départs, Farrell développa une aversion inébranlable pour les oiseaux dans les loges. En 1945, lorsque la présence d'un visiteur à plumes était considérée comme un signe de mauvais augure, son départ de la pièce était immédiat et inflexible. Des coupures de journaux et des mémoires personnelles de l'époque racontent que le malaise de l'actrice n'était pas une simple lubie, mais une conviction profondément ancrée dans des légendes oubliées. L'image de Farrell quittant précipitamment une pièce, les yeux remplis d'appréhension, est restée gravée dans la mémoire de ceux qui ont travaillé avec elle. La superstition, transmise à voix basse parmi les membres de l'équipe, portait le poids d'un ancien présage, celui qui avertissait d'un malheur imminent. Cette réaction instinctive, bien que dramatique dans son exécution, révélait également un aspect vulnérable d'une étoile connue pour sa dureté. Dans un monde où le glamour du cinéma cachait souvent les luttes humaines en coulisses, la réaction de Glenda Farrell au moindre signe de malchance était un rappel poignant de la nature imprévisible du destin. L'absence de fanfare élaborée ou de rédemption ritualisée laissait le moment brut et sans phare, une narration discrète mais puissante qui résonnait profondément avec tous ceux qui en étaient témoins. Tyrone Power. Le charme charismatique de Tyrone Power était renforcé par une superstition curieuse et ancienne. Au début des années 1950, durant l'âge d'or des aventures de cap et d'épée et des romances dramatiques, Power entretenait un rituel impliquant un vieux fer à cheval. En 1951, lors du tournage de productions épiques sur des plateaux de studio immenses, Power était connu pour fixer un fer à cheval usé à la porte de sa loge. Ce fer à cheval, prétendument récupéré d'une production théâtrale ancienne, portait une aura de signification historique. Des critiques de films et des biographes ont noté que cet objet, poli par le temps, est devenu synonyme de la lutte personnelle de l'acteur contre la nature capricieuse de la fortune. Alors que les exigences de production montaient en flèche et que les échéances approchaient, le rituel de suspendre le fer à cheval servait de défi discret contre l'imprévisibilité du destin. Les observateurs racontaient que la veille de scènes particulièrement difficiles, une confiance sereine enveloppait Power, une assurance subtile que la chance était de son côté. Le fer à cheval, simple dans sa conception mais puissant dans son symbolisme, représentait un pont entre le passé et le présent. Au milieu de la chorégraphie complexe de la production cinématographique, ce petit charme encapsulait l'équilibre délicat entre superstition et ambition. Le rituel, imprégné des échos des traditions anciennes,
offrait un bref moment de calme dans une industrie autrement tumultueuse. Un rappel poignant que même les figures les plus célèbres cherchaient du réconfort dans les petits signes du destin. Richard Arlen. La superstition de Richard Arlen, marquée par une révérence silencieuse pour les signaux de la nature, est devenue un aspect notable de sa carrière. À la fin des années 1940, pendant le tournage de feuilletons d'aventure qui captivaient le public à l'échelle nationale, Arlen était connu pour consulter le ciel nocturne avant de prendre des décisions critiques. En 1947, par une fraîche soirée à Hollywood, il observa le croissant de lune avec une intention délibérée. Les récits historiques indiquent que la vue de cette fine courbe lunaire était interprétée comme un signe d'approbation, un clin d'œil céleste vers un succès à venir. Les collègues et le personnel de production ont remarqué que le regard d'Arlen s'attardait sur le ciel nocturne, comme s'il cherchait des conseils auprès de forces au-delà du contrôle humain. Cette pratique, documentée dans plusieurs rétrospectives de l'industrie cinématographique, ajoutait une aura de mystique poétique à sa personnalité publique. Le simple acte d'observer la lune s'est transformé en un rituel quotidien imprégné d'espoir et de calme détermination. Les nuits où la lune était voilée, une tension subtile semblait imprégner l'atmosphère, suggérant les luttes intérieures de l'acteur avec le destin. Au milieu du calendrier chaotique de la production cinématographique, ce moment de réflexion offrait un bref répit, une communion silencieuse avec le cosmos. Le rituel, dépouillé mais profondément personnel, soulignait une vérité intemporelle sur la quête humaine de guidance en temps incertains. Dans la douce lueur du clair de lune, la quête d'assurance de Richard Arlen est devenue un dialogue muet et poignant avec le destin. Mae West. La personnalité de Mae West, à la fois à l'écran et en dehors, était enveloppée dans un mélange énigmatique de glamour et de rituel. Au début des années 1940, lorsque le monde du Hollywood classique pulsait d'énergie et d'une créativité audacieuse, West était connu pour insister que son script soit aspergé d'eau bénite avant de filmer des scènes clés. En 1943, lors de la production d'un film qui repoussait les limites de la convention, cette pratique peu orthodoxe était discrètement observée sur le plateau. Les sources d'archives révèlent que West croyait que l'eau bénite portait une bénédiction ancienne, une essence divine qui pouvait transformer l'intensité brute de sa performance en quelque chose de presque transcendant. Des interviews dans les journaux et des archives des studios de cette époque décrivent comment le rituel imprégnait son dialogue d'une énergie presque surnaturelle, captivant à la fois le public et les critiques. L'acte de saupoudrer de l'eau bénite était à la fois un talisman personnel et une affirmation subtile de pouvoir, un clin d'œil défiant à l'interaction entre le destin et la foi. Alors que les caméras captaient chaque expression nuancée, le rituel était une force invisible qui élevait la performance. Dans une industrie où chaque geste était scruté, la pratique de Mae West offrait un rare aperçu de l'interaction entre superstition et spectacle. La magie de l'instant ne se définissait pas par de grandes déclarations, mais par l'intensité silencieuse d'une croyance qui transcendait l'ordinaire, un équilibre délicat de charme, de mystère et d'une volonté indomptable de façonner le destin. Mina Gombel. Au milieu de la quête incessante de perfection à Hollywood, la superstition discrète de Mina Gombel a creusé sa propre niche. À la fin des années 1940, sur les plateaux animés des studios de Los Angeles, Gombel était célèbre pour refuser de boire dans des tasses ou des verres rouges, une pratique qu'elle considérait comme porteuse de malchance. En 1946, alors que la production cinématographique avançait avec une dynamique implacable, ce rituel idiosyncratique gagna une notoriété discrète parmi ses collègues. Les critiques historiques et les esquisses biographiques révèlent que l'aversion de Gombel pour les récipients rouges était profondément enracinée dans un système de croyances personnelles qui considérait le rouge comme un présage de trahison et de malchance. Les témoins se souvenaient que lors des matinées agitées avant le tournage, une hésitation momentanée était visible lorsqu'elle se tournait vers un récipient alternatif, un petit geste mais significatif qui soulignait le jeu entre superstition et émotion humaine. Le rituel, bien que semblant trivial, résonnait avec un désir profond de contrôle face à la nature imprévisible du monde du spectacle. Dans le chaos contrôlé du plateau, l'absence de rouge dans son entourage immédiat devenait un mantra silencieux de prudence et d'espoir. Au fur et à mesure que la production se poursuivait et que la caméra capturait chacun de ses mouvements, la pratique s'est intégrée harmonieusement dans le tissu de son personnage à l'écran. Une déclaration silencieuse mais puissante, selon laquelle chaque détail comptait dans la danse incessante du destin. Greta Garbo.
Dans les couloirs silencieux des studios de cinéma emblématiques, Greta Garbo cultivait un rituel énigmatique qui définissait sa mystique. Au début des années 1950, lors de la production de films qui célébraient à la fois le silence et intensité, Garbo était connue pour allumer de l'encens et pratiquer la méditation silencieuse avant d'entrer sur le plateau. En 1950, au milieu du calme de sa loge méticuleusement aménagée, l'acte de méditer avec de l'encens était plus qu'une simple routine préparatoire. C'était une porte vers la tranquillité intérieure. Les témoignages contemporains de cette période décrivent comment la fumée aromatique servait de conduit pour la profondeur émotionnelle de Garbo, alors qu'elle cherchait à aligner son esprit intérieur avec l'art exigé par chaque scène. Les écrits biographiques de célèbres historiens du cinéma soulignent que son rituel était une danse délicate entre solitude et performance, un moment d'introspection qui imprégnait ses interprétations d'une vulnérabilité lumineuse. La douce lueur de la lampe et le parfum subtil de l'encens sont devenus synonymes d'une femme qui équilibrait l'attrait du mystère avec les bords bruts de l'émotion humaine. Dans un domaine où chaque geste était une performance silencieuse, les moments de méditation de Greta Garbo offraient un aperçu du monde privé derrière son image publique impressionnante. Le rituel ne proclamait pas une leçon, mais existait simplement comme un témoignage discret et durable de l'interaction non dite de l'art et de l'esprit dans une époque définie par sa révolution cinématographique. George Raft. George Raft, célébré pour son allure élégante et son charisme sur écran, suivait un rituel curieux qui le distinguait sur le plateau. À la fin des années 1950, alors que les plateaux de tournage débordaient de l'énergie des récits émergents, Raft était connu pour exécuter un geste de la main énigmatique avant chaque scène majeure. En 1956, sur les vastes plateaux de tournage d'Hollywood, on disait que ce geste lui avait été transmis par une mystérieuse diseuse de bonne aventure sicilienne, un secret murmuré discrètement parmi ceux qui admiraient son mystère. Les critiques de films contemporaines racontent que le geste, exécuté avec une élégance délibérée, était observé dans un silence presque révérencieux par les autres acteurs et membres de l'équipe. Le rituel, ni ostentatoire, ni ouvertement dramatique, portait une puissance subtile qui semblait canaliser les énergies imprévisibles du destin dans chaque performance. Alors que les lumières s'affaiblissaient et que la lueur rouge de la caméra illuminait ses traits, le geste de la main surgissait comme une incantation silencieuse, un talisman personnel dans le tourbillon de la production. Au milieu de la cadence mesurée des dialogues et de la ferveur des scènes d'action, la pratique de George Raft offrait un moment éphémère mais puissant de calme, une brève pause où le destin était discrètement invoqué. L'héritage de ce rituel ne persista pas comme une leçon manifeste, mais comme un emblème durable de l'interaction délicate entre superstition et quête incessante de l'excellence cinématographique. Miriam Hopkins. Miriam Hopkins, un pilier d'émotion et de nuances, portait avec elle une tradition profondément liée à la culture du Sud-Américain. Au début des années 1940, alors que l'industrie cinématographique s'étendait dans les studios dynamiques, Hopkins se fit connaître pour son insistance inébranlable à ce que rien ne soit cousu sur ses costumes pendant qu'elle les portait. En 1941, lors du tournage d'un drame historique en Californie, cette position inflexible est née de superstitions profondément enracinées, transmises de génération en génération. Les notes biographiques et les interviews d'archives racontent que Hopkins croyait que toute modification de sa tenue pendant une scène attirerait le malheur, une idée qui résonnait avec son héritage du Sud. Sur le plateau, la pratique était observée avec une intensité silencieuse qui soulignait le sérieux de sa conviction. Les collègues ont remarqué que lorsqu'elle se préparait pour ces scènes, il y avait un changement tangible dans l'atmosphère, un moment où les subtilités de la tradition se mêlaient aux enjeux élevés de la production cinématographique. Le rituel, marqué par sa règle simple mais profonde, révélait la vulnérabilité humaine sous l'apparence confiante d'une star. Dans le délicat jeu entre costumes et personnages, la pratique de Miriam Hopkins offrait un aperçu fugace des luttes personnelles qui définissaient son art, une affirmation silencieuse que parmi la grandeur de Hollywood, des superstitions intimes tissaient une tapisserie plus profonde de destin et d'héritage. Olivia de Havilland. La grâce durable d'Olivia de Havilland à l'écran était complétée par un rituel personnel rempli de subtile élégance et d'introspection. À la fin des années 1950, alors que les plateaux de tournage au cœur de Hollywood vibrèrent d'énergie créative, de Havilland était connue pour porter un petit sachet de lavande cousu à la main discrètement glissé dans son corset. En 1958, pendant la production d'une épopée historique nécessitant à la fois grâce et passion,
Ce sachet est devenu un symbole discret de calme et de résolution. Les récits contemporains des archives du studio décrivent comment le parfum apaisant de la lavande était censé apporter un ancrage émotionnel et de la concentration, un petit mais puissant allié au milieu de plannings de tournage chaotiques. Le rituel, simple et discret, a été observé avec une dignité tranquille qui reflétait l'image publique de The Havilland. Ses costards et l'équipe ont noté qu'1 instant avant une scène, alors que le doux bourdonnement du plateau cédait la place à l'anticipation, une confiance sereine l'enveloppait, comme si le doux parfum du sachet murmurait des assurances de succès. Dans un environnement où chaque détail contribuait à l'équilibre délicat entre l'art et la réalité, la pratique d'Olivia de Havilland était un rappel subtil du pouvoir trouvé dans les rituels personnels. Le sachet de lavande, loin d'annoncer une leçon morale, servait simplement de compagnon silencieux et durable, un témoignage de la force discrète qui a silencieusement guidé une carrière légendaire.